mort du père de Tintin et de Milou, Georges Rémy, alias Hergé, est mort à Bruxelles des suites d'une leucémie. Il avait 75 ans. La visite du pape en Amérique centrale, il vient d'arriver au Nicaragua et l'on pense déjà à une étape problématique, celle du Guatemala, au lendemain de 6 exécutions réprouvées par Jean-Paul II. Fin de la campagne pour les municipales, plus qu'un jour de réflexion ce soir, un rappel pratique de ce qu'est le nouveau mode de scrutin. Enfin, la Coupe Davis avec les 2 premières victoires en 3-7 des Français Noah et Lecomte face aux Soviétiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Orphelin, Tintin, Milou, Capitaine Haddock, Professeur Tournesol. Orphelin aussi ce soir des dizaines de millions d'enfants, petits et grands, 7 à 77 ans et depuis le temps plus encore. Leur papa est mort, en effet. Hergé, l'auteur de ces bandes dessinées qui nous ont fait presque tous rêver, s'est éteint la nuit dernière à Bruxelles, des suites d'une leucémie dont il ne parlait jamais. 80 millions d'albums sont nés de ses mains, 80 millions de lecteurs, donc au moins dans une 30aine de langues, et même depuis peu en chinois. Et parmi les fans de la rédaction, Patrick Esther. Hergé est mort? Celui qui a fait Tintin? Il est mort quand? Ce matin. Ah bon? Oh là là. On a l'impression qu'on perd un ami. Les gosses, ils perdent un second père. Ah bah c'est une grande tristesse pour moi. Toute la base de ma culture, c'est Tintin, alors. C'est vraiment ma génération, Tintin, Milou. Tout le monde, au moins, en a entendu parler. Parce qu'il est tellement célèbre. Monsieur Chiang, vous avez lu Le Lotus Bleu? Oui, oui. Et les autres? Tout le monde connaît Tintin, même les Chinois. Sans être vraiment un culte, la lecture de Tintin était presque devenue au fil des ans une religion d'adeptes, fervents, impressionnés par l'aventure à tout point de vue. Aventure dans la Lune, qui démontre 20 ans avant la NASA qu'Hergé est beaucoup plus qu'un dessinateur. C'est un précurseur, un visionnaire, un peu à l'image de Jules Verne. Hergé était un perfectionniste. Un jour, dans un restaurant à Paris, j'ai entendu, il y avait un monsieur, une dame et leur garçon, un garçon de 12-13 ans, et le papa disait, oui, un jour nous irons sur la Lune, tu verras les hommes, peut-être plus tard, ils iront, alors ils vont voir des tas de choses, là-bas des animaux avec des cornes immenses et des trompes. Et l'enfant, le garçon, méprisant du papa, il n'y aura rien de tout ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'air sur la Lune, alors comment veux-tu? Je me suis dit, il faut que je fasse très attention, sinon, pour qu'on croie à ce que je vais raconter. C'est comme ça que je me suis informé. Travailleur acharné, Hergé passait de longues heures devant sa table, littéralement enchaîné comme un bagnard à son crayon. Dès l'enfance, Hergé aime se raconter des histoires. Au fur et à mesure qu'il les imagine, et pour ne pas les oublier, il réalise de petits croquis sommaires. C'est déjà à l'état d'embryon de la bande dessinée. Ironie, Hergé, qui est presque toujours le premier de sa classe, ne parviendra presque jamais à obtenir la moyenne en dessin. Mais savez-vous par exemple combien de temps il fallait à Hergé pour réaliser un album du fameux reporter? Écoutez bien, vous allez être surpris, c'est vraiment du gros travail. Il faut au minimum 2 ans. L'idée d'abord, le découpage en tranches, donc en tranches de 62 tranches d'une page. Oui. Et ensuite le crayonné, ensuite le vrai dessin, décalquer le brouillon sur un feuillet propre. Ça fait combien de passages, je dirais, sur chaque trait, hein? Et puis alors le décor, les costumes, etc. Donc ça fait à peu près 2 ans. Ces albums si méticuleux et qui font aujourd'hui encore école pour la bande dessinée moderne ont été traduits en 35 langues. Rien qu'en français, 70 millions d'exemplaires ont été vendus. Un succès qui peut-être peut se comprendre parce que Tintin est toujours d'actualité. On fait toujours la révolution en Amérique centrale, les dictateurs gouvernent toujours. Même si le pétrole baisse, il est toujours au centre de nos préoccupations aujourd'hui, exactement comme dans Tintin, au pays de l'or noir. Le petit Tintin, qui est né discrètement le 10 janvier 1929 dans le Petit 20e, un supplément du quotidien catholique, a aujourd'hui sa statue en bonne place à Bruxelles. Tintin, avec ses 17 ans éternels, avait 54 ans d'existence réelle en fait. Son père Hergé en avait 75.
Alors des fanatiques de Tintin, il y en a un peu partout dans le monde. Sur ce plateau, Pascal Horry, vous ressemblez un petit peu à Tintin, mais vous êtes un homme tout ce qu'il y a de sérieux. Vous êtes universitaire, vous êtes historien, et vous avez beaucoup réfléchi à ce qu'est la conception un petit peu d'Hergé. Alors il dit que sa conception du monde est très proche du scoutisme, et il pense que Tintin est tellement proche de lui qu'il mourra le jour où il disparaît, c'est-à-dire aujourd'hui. En fait, oui et non. Du vivant de Hergé, il y a déjà un certain Tintin scout qui est mort, un Tintin scout anticommuniste dont le meilleur exemple était le premier album qui a été réédité récemment. Qui est Tintin au pays des Soviets. Bon, un Tintin qui est parfois légèrement antisémite, très colonialiste et paternaliste. Bon, ça, celui-là, je crois qu'il a eu conscience qu'il allait mourir. Et finalement, il a redessiné et réécrit. C'est un homme qui redessine et réécrit souvent, ce qui est rare dans la bande dessinée. Mais à côté de ça, il y a un scout qui prend la défense des petits Chinois face aux méchants Japonais, qui prend la défense de la veuve et de l'orphelin. Alors celui-là, je crois qu'il est immortel. Il y a le Tintin aussi un peu colonial quand même du temps du Bien Congo. sûr, également gommé, un colonialisme très paternel, bien entendu. Il faut bien penser qu'il écrit la plupart de ses albums comme annexe à un journal catholique d'extrême droite belge. Ça lui sera beaucoup reproché. Bon, à la Libération, il y aura un petit moment difficile. Et ça ne pouvait pas manquer de le marquer. Mais finalement, c'est plutôt un humaniste, profondément. Alors, il y a l'ambiguïté de l'humaniste. Bon, il y a des moments où, effectivement, il a le cœur sur la main, d'une façon qui peut paraître agaçante aujourd'hui. Mais je constate qu'on l'apprécie. Et on l'apprécie, y compris dans le tiers-monde. C'est quand même très significatif. On le traduit en japonais, en hindi. Un humaniste qui n'aime pas beaucoup les femmes. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup dans ses albums. Oui, c'est la Castafiore. Mais alors là, c'est un trait commun à toute la bande dessinée, jusqu'à Claire Bretéché, je dirais. Ce sont presque tous des hommes qui dessinent. Voilà, merci en tout cas de nous avoir donné ce témoignage d'historien sur Hergé, qui est mort hier à Bruxelles. Deuxième gros titre de l'actualité ce soir, le voyage du Saint-Père en Amérique centrale, avec pendant une bonne partie de la journée des rumeurs sur une éventuelle annulation de son étape guatémaltèque. L'exécution hier matin au Guatemala, c'est ici que ça s'est passé, de 6 personnes accusées d'activités subversives a en effet déclenché la colère d'un grand nombre de responsables de l'Église catholique qui avaient demandé, voire exigé la clémence. Le pape lui-même a jugé ces exécutions incroyables. Incroyables, pas tant que cela quand on connaît un peu la personnalité du président du Guatemala, un militaire au pouvoir depuis 1 an à la suite d'un coup d'État et farouche partisan mystique de l'Église du Verbe. Un mysticisme que l'on sent poindre dans les réponses aux questions que lui posait il y a peu Bernard Benjamin. Espera de la visita próxima del Papa en el país. Es una buena relación de Estado esta. Consolidar esa relación. Pero no es una forma de concurrencia para la iglesia evangelista a la cual pertenece usted. Y no es una forma de concurrencia también. Es una forma de turismo. ¿Tiene fe en Dios? Ah, no, yo no tengo fe. Yo lo abrazo a él. ¿Ese sentido le ayuda para combatir la subversión? Ha sido la cosa fundamental. Porque la subversión es fruto de una expresión mentirosa, de una fantasía de vida. Yo les digo ahora, por ejemplo, a los subversivos, les he venido a decir que ellos tienen razón. Porque ¿por qué no va a haber subversión en Guatemala si no hay que comer? Pues, ¿se da cuenta? Lo absurdo es que haya subversión cuando hay toda una cantidad de derechos de sobra. ¿Usted entiende la subversión que puede estar en este país? Sí. ¿Usted podría ser el primer subversivo de este país? Soy. Tengo que subvertir el orden contra el orden subversivo. Soy un subvertor. Es la única manera de atacar. El fuego se combate con fuego. Aquí hace falta amor. Y eso es subversión. Muy fuerte. Todos piensan comprar con oro, con plata, las cosas. Yo quiero con un entendimiento diferente. ¿Qué le parece? Étonnant en effet. La France a protesté contre les 6 exécutions dont nous parlions tout à l'heure. Pour l'instant donc, l'escale du pape au Guatemala n'est pas remise en question. Elle interviendra en principe lundi. Aujourd'hui, Jean-Paul II a quitté le Costa Rica pour le Nicaragua. Le Nicaragua qui, depuis quelques années, a choisi la voie progressiste du sandinisme, tout en redoutant toujours d'ailleurs
le retour de ce que l'on appelle là-bas la contra, c'est-à-dire la contre-révolution des partisans de l'ancien président Somoza. Un reportage de Bernard Benjamin et de Jean Ray. Santo Tomás, un petit village à la frontière nord, à quelques centaines de mètres du Honduras. Ici, comme dans toutes les localités qui s'égrènent le long des 600 km de frontière, c'est l'armée qui détient tous les pouvoirs, l'armée, mais surtout la milice. Les 187 hommes du village y font tous partie à raison de 48 heures par semaine, prêts à tout moment à faire face à une attaque grâce aux exercices d'alerte bi-quotidiens. Car c'est bien à une guerre que ces hommes se préparent, même si la dernière attaque de la Contra, traduisée contre-révolutionnaire somoziste, remonte ici à plus de 6 mois. C'est en tout cas la raison d'être de ces tranchées qui ceinturent littéralement Santo Tomás avec un mot d'ordre, no pasarán, ils ne passeront pas. Vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur, parce que nous avons une conviction révolutionnaire. Nous savons pourquoi nous avons une arme et pourquoi nous allons nous battre, parce que nous le faisons pour le peuple. Alors vous êtes sûr qu'ils ne passeront pas? Je vous le garantis, ils ne passeront pas, parce que la conviction est de notre côté, comme sandinistes et comme révolutionnaires. Reste que pour le Nicaragua, cette drôle de guerre a aussi ses avantages. Au moment où l'unité intérieure s'effrite, où le processus révolutionnaire provoque de plus en plus de critiques parmi la population, l'agression de la Contra permet de maintenir le pays dans un état de mobilisation permanente. Ainsi, ces jeunes brigadistes, la plupart étudiants ou lycéens, qui sont allés volontairement pendant plus d'1 mois couper le café près de la frontière avec le Honduras. Car d'une manière générale, le mécontentement grandit dans le pays et il est provoqué non pas par l'orientation idéologique du régime, mais bien par la situation économique. Déjà, l'huile, le sucre, le riz et le savon sont rationnés, tandis que d'autres produits de première nécessité se font de plus en plus rares. On ne vend rien ici, rien du tout. On vivait mieux avant? Je vais voir si je vends quelque chose aujourd'hui ou demain. Sinon, je serai obligé de changer de métier. Et pourquoi ça va si mal? Parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est bien là le danger de la révolution sandiniste, car son futur idéologique risque fort de se jouer sur le problème économique. Deuxième capitale à clignoter ce soir sur la planisphère, Bonn. Nous sommes en effet à 48 heures de la fin du scrutin qui va engager la politique allemande pour au moins 4 ans. Un ultime débat hier soir entre les candidats principaux, un débat télévisé de 3h30 sans les écologistes non représentés au Bundestag. Le tout sur fond de sondage, la plupart des observateurs prévoyant la victoire des chrétiens démocrates du chancelier Helmut Kohl. Michel Meyer. La ronde des éléphants, c'est le titre de l'ultime débat d'hier soir. Il opposait à la télévision le candidat social-démocrate Hans-Joachim Vogel, un peu seul dans son coin contre les 3 ténors de la coalition chrétienne-libérale actuelle. Ces derniers paraissaient assurés de la reconduction du chancelier Kohl au pouvoir, à la condition toutefois que le petit parti libéral de Hans-Dietrich Genscher franchisse la barre fatidique des 5%. Des urnes du 6 mars, plusieurs parlements peuvent encore sortir. Scénario numéro 1, les Verts franchissent la barre des 5% des suffrages. Présents au Bundestag, ils forment une majorité potentielle de gouvernement avec un parti social-démocrate qui a refait le plein de son électorat. Mais les Verts de Petra Kelly ne font que tolérer un chancelier Vogel minoritaire. Ce dernier est bien entendu contraint de verdir et son image et sa politique. Conséquences prévisibles, crise de confiance économique et risque de rupture entre l'aile droite et l'aile gauche social-démocrate. Mais ce scénario n'est pas confirmé par les derniers sondages. Scénario numéro 2, le plus probable, avec ou sans Verts au Parlement, les libéraux du vice-chancelier actuel Genscher franchissent eux aussi la barre des 5%. Avec des chrétiens démocrates qui tablent sur 46 à 48% des suffrages, ils forment une confortable majorité de gouvernement.
c'est la reconduction de l'actuel tandem Kohl-Genscher au pouvoir depuis le changement d'alliance, l'abandon en octobre dernier de Helmut Schmidt par Genscher au profit de Helmut Kohl. Ce scénario est actuellement le plus vraisemblable et il est confirmé par les sondages. Scénario numéro 3, peu probable. Les Verts et les libéraux échouent, ils ne franchissent pas la barre des 5%. Résultat, un Parlement bicolore uniquement occupé par des sociodémocrates et des chrétiens-démocrates. Dans ce cas de figure, la majorité est assurée pour les chrétiens-démocrates qui exercent le pouvoir sans partage. Helmut Kohl doit se séparer de Genscher au profit de Franz Josef Strauß, son allié et néanmoins rival bavarois. Une image du carnaval rhénan peut alors se concrétiser avec l'apparition de 2 musiciens pour un seul et unique violon du pouvoir. Il y aura risque de fausses notes. Franz Josef Strauß n'a-t-il pas dit un jour qu'il se moquait de savoir qui serait chancelier, pourvu que cela soit sous son autorité? Michel Meyer, que nous retrouverons demain en compagnie de Christine Ockrent pour un journal spécial à Bonn, à 20h. On a noté aujourd'hui, à la veille des élections allemandes, une certaine nervosité des marchés à la Bourse de Paris. 1% de moins, me dit Jean Lebert. Léger effritement du dollar, 6,81 francs. Et sur la 3e semaine de février, la Banque de France aura dû dépenser 5,8 milliards pour soutenir le franc. Une nervosité qui s'explique aussi, bien sûr, par la proximité des municipales chez nous. Nous voilà en effet, comme en Allemagne, en pleine fièvre électorale. La campagne officielle ne se clôt qu'à minuit, mais d'ores et déjà, Albert Duroy, on peut, disons, tracer un premier bilan en soupesant les enjeux pour chaque grande famille politique, ainsi d'ailleurs que les critères selon lesquels ils jugeront les uns les autres avoir gagné ou perdu, parce qu'en politique, rien n'est jamais facile. Oui, effectivement, qui a gagné et qui a perdu, il ne sera pas facile d'interpréter dimanche soir les résultats du premier tour des municipales. Il suffit pour s'en convaincre d'ailleurs d'avoir entendu les hommes politiques pendant la campagne citer des seuils de victoire ou de défaite qui variaient dans le même parti de 1 à 60. Alors essayons de mettre un peu les choses à leur place. Évidemment, certains succès ou certains échecs seront plus symboliques que d'autres. Un ministre bien élu ou nettement battu pèse plus lourd qu'un simple notable local. Mais le critère essentiel, ce sera le match gauche-droite dans les 221 villes de plus de 30 000 habitants. Depuis 1977, la gauche en détient 154 et l'opposition 67. Tous les experts conviennent que si la gauche peut espérer en conquérir l'une ou l'autre, il serait assez logique qu'elle en perde au total un certain nombre. Pourquoi ? Parce que les élections de 1977 lui avaient été exceptionnellement favorables, parce qu'elle subit l'usure du pouvoir, parce qu'enfin l'électorat d'opposition se mobilise toujours mieux que l'électorat de la majorité. Cela ne veut pas dire que la gauche n'a pas d'atout. Par exemple, le bon effet de certaines mesures sociales des derniers mois, ou bien ce qu'on appelle la prime aux maires sortants. Alors, qu'est-ce que cela peut donner dimanche soir? Ne faisons pas de pronostics, mais voici, après discussion avec des politologues de tous bords, une échelle d'appréciation des résultats. Si la gauche gagne des villes, ce sera évidemment pour elle une nette victoire. Si elle en perd 10 ou 20, ce ne sera pas encore un échec. Si elle en perd plus de 30, ce sera une défaite. Si elle en perd plus de 40, il faudra songer à utiliser un autre terme que celui de défaite. À Lille, la campagne a été marquée par un incident grave la nuit dernière. Le chef de la liste d'opposition RPR-UDF a en effet porté plainte après l'incendie de son domicile. Bruno Chauvière se refuse à faire une exploitation politique de ce drame, même si, a-t-il dit, mes souvenirs de famille sont détruits, je veux que les coupables soient retrouvés pour ma femme, pour mes enfants, qui ont perdu là le cadre dans lequel ils ont été heureux. De son côté, son adversaire Pierre Mauroy, le maire de la ville, a déclaré que cette affaire était complètement en marge du débat électoral. Je ne tolérerai pas que des gens de sac et de corde viennent perturber une campagne conduite dans le calme et la dignité, a dit le Premier ministre. Et puis, il y a 2 heures, en liaison avec cette affaire, on apprenait qu'un colistier de Bruno Chauvière avait été interpellé, placé en garde à vue. Voilà pour cet incident de Lille. Autre incident, à Nantes, le maire Alain Chenard a porté plainte pour le détournement d'un fichier d'information, disons, nominatif à caractère confidentiel. Je crois qu'il est maintenant temps de rappeler avec Jacques Merlino ce qu'est le mode de scrutin pour les municipales, une procédure qui a subi quelques modifications, surtout dans les grandes villes.
La nouvelle loi électorale est simple pour les communes ayant moins de 2500 habitants. Les élections se font au scrutin majoritaire à 2 tours. C'est la règle classique. Il faut la majorité des suffrages exprimés pour être élu au premier tour. Au second tour, la majorité relative suffit. Pour les communes ayant entre 2500 et 3500 habitants, ce sont les mêmes conditions, à ceci près qu'il ne peut pas y avoir de candidature individuelle et que les listes doivent être complètes. Dans toutes ces communes, l'électeur peut barrer des noms ou en ajouter. En revanche, dans les communes ayant plus de 3500 habitants, l'électeur doit choisir une liste dans son ensemble. S'il la modifie, son vote est nul. Mais le plus complexe dans cette nouvelle loi est la manière dont les sièges sont répartis. Au premier tour, si une liste obtient la majorité des suffrages exprimés, elle emporte la moitié des sièges arrondis à l'entier supérieur. Exemple, si le conseil municipal compte 27 sièges, la liste gagnante aura 14 sièges, soit la majorité absolue. Les autres sièges seront répartis entre toutes les listes, y compris celle qui a gagné, et cette répartition se fera selon le principe de la représentation proportionnelle. Mais attention, seuls ne peuvent participer au partage que les listes ayant obtenu plus de 5% des voix. Si un deuxième tour est nécessaire, la répartition se fera selon le même principe, mais ne pourront participer à ce deuxième tour que les listes ayant reçu 10% des suffrages exprimés. Des listes nouvelles peuvent être constituées, mais avec seulement des candidats ayant eu plus de 5% des suffrages au premier tour. Puisque tout cela est décidément complexe, prenons un exemple. Soit une commune dont le conseil municipal comprend 59 sièges et où le nombre des suffrages exprimés est égal à 100 000. 4 listes restant en compétition au deuxième tour. Les bleus obtiennent 40 000 voix, les blancs 15 000 voix, les marrons 20 000 et les violets 25 000. La liste bleue est en tête, elle emporte la moitié des sièges, c'est-à-dire 30. Les 29 sièges restants seront répartis à la représentation proportionnelle, ce qui donnera 11 sièges supplémentaires à la liste bleue, donc 41 en tout, 4 sièges à la liste blanche, 6 sièges à la liste marron et 8 sièges à la liste violette. La comparaison de la répartition en nombre de voix et en nombre de sièges montre comment cette loi accentue la représentation des vainqueurs. Dans cet exemple, la liste bleue, avec 40% des voix, détient en effet près de 70% des sièges. Mais autre innovation importante de cette loi, elle assure la représentation des listes minoritaires. Voilà, c'est pas toujours très simple, mais vous avez compris le principe. Cela permet aux oppositions de quelque nature, de quelque bord que ce soit, de gauche ou de droite, de pénétrer dans les mairies des grandes villes. Et je vous rappelle à tous ce rendez-vous que nous prenons d'ores et déjà avec vous pour dimanche soir, quelques minutes avant 8h, pour les estimations dans les grandes villes, dans les villes tests, dans les points chauds du scrutin, ainsi que pour tous nos débats, nos analyses, nos commentaires, et ce pendant toute la soirée jusque vers minuit. Prestation de serment tout à l'heure des nouveaux membres du Conseil constitutionnel devant le président de la République, à commencer, vous l'avez vu, par le nouveau président, Daniel Maguère, puis la personnalité nommée par le président du Sénat, M. José Marinier. Enfin, le plus grand d'entre eux, que vous avez peut-être repéré par la taille en tout cas, Pierre Marcillaci. Le député, le voici. C'est assez net en effet pour la taille. Le député UDF, Gilbert Gantier, s'est étonné de voir le président du Conseil constitutionnel soutenir la liste du Parti socialiste dans le 16e arrondissement de Paris, dans une brochure qui vient d'être distribuée, mais qui doit être antérieure à la nomination de Daniel Maguère à la présidence du Conseil constitutionnel. Deux conflits s'achèvent, deux conflits sociaux dont on a beaucoup parlé. D'abord celui des mines de Carmaux. Le personnel est en ce moment en assemblée générale pour entériner l'accord réalisé à Toulouse entre les Charbonnages de France et l'intersyndicale, un accord qui prévoit notamment l'embauche cette année d'une centaine de mineurs. Chez Citroën, c'est un petit peu plus compliqué, mais le travail a repris à Aulnay après la signature d'un texte de compromis, un texte assez ambigu qui prévoit peut-être un jour la réintégration des 8 ouvriers licenciés, ce que ne veut en aucun cas d'ailleurs la CGC. Du côté de la CGT, eh bien, on a manifesté en début d'après-midi, vous le voyez. Henri Krasuki était là pour un meeting unitaire ensuite avec la CFDT et la FEN. C'est finalement lundi que tous les membres de l'OPEP sont conviés à se rendre à Londres pour une réunion décisive qui devrait engager la politique pétrolière des États exportateurs.
Un incendie très grave la nuit dernière dans un foyer Sonacotra de Corbeil-Essonnes. Rien ne permet de parler d'attentat, disent les enquêteurs. Une personne est morte, 35 autres blessés. Et puis les sports maintenant, l'actualité va vite, avec la belle option prise par l'équipe française de Coupe Davis pour la poursuite de la compétition. Elle mène en effet 2-0 à l'issue de la première journée de la rencontre qui l'oppose aux Soviétiques. 2 victoires somme toute assez faciles de Yannick Noah et d'Henri Lecomte. Roger Isabelle. Pougaïev, c'est lui. Pouvait-il jouer à Yannick Noah le sale tour que Borisov, son compatriote, avait joué au numéro 1 français il y a 3 ans en Coupe Davis à Montpellier? Réponse non, et ceci même si Yannick Noah a paru passablement s'ennuyer cet après-midi à Moscou. La résistance du soviétique n'a pas été suffisante. Résistance insuffisante, mais coup d'éclat quand même. En Union soviétique aussi, on peut bien jouer au tennis. Mais malgré cela, Yannick Noah va l'emporter en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Quant à Henri Lecomte, il lui a fallu un très long premier set pour entrer dans la partie. 13-11 pour le Français devant Borisov, qui lui va s'effondrer dans les 2 manches suivantes, 6-2, 6-2. La France mène donc ce soir par 2-0 et demain en double, Noah et Lecomte ne devraient logiquement pas avoir beaucoup de soucis à se faire. L'ancien 4-mâts d'Alain Collat est peut-être en train de battre en ce moment le record de la traversée de l'Atlantique détenu par Pajot. Cet immense monocoque de 72 mètres de long avec 18 hommes d'équipage à bord a pour le moment 24 heures d'avance sur le record et doit arriver pour gagner lundi avant 16 h à la pointe extrême ouest de l'Angleterre. Autre performance, celle de 2 aérostiers français qui ont effectué la traversée de la Méditerranée en ballon à air chaud et réalisé le record du monde de distance avec 1450 km, un record sous réserve d'homologation. Michel Arnoux et Hélène Dorigny sont arrivés hier soir dans le sud tunisien après avoir quitté Alès 24 heures auparavant. Les avalanches, encore, à nouveau 3 morts dans les Alpes, 3 morts dans le massif de Beldon au-dessus de Champs-Rousse. Thierry Calmette. C'est cet hélicoptère qui a permis au groupe de gendarmerie de haute montagne de retrouver le corps de 2 des 3 skieurs disparus jeudi. Les 3 hommes, 2 Lyonnais et un Grenoblois, étaient des habitués de ce genre de randonnée. C'est jeudi matin qu'ils étaient partis pour skier dans la Grande Vaudelle, à 2500 mètres d'altitude au-dessus de Champs-Rousse. Ils ont probablement été emportés par une plaque à vent jeudi aux environs de 14 h. Dès jeudi soir, les recherches étaient déclenchées avec d'importants moyens. CRS, pompiers, gendarmes bénévoles, ainsi que les maîtres chiens de Champs-Rousse et de Grenoble. En tout, plus de 90 hommes. Mais c'est ce matin seulement que les sauveteurs ont repéré les traces de l'avalanche. Le premier corps a été découvert à midi, le second en milieu d'après-midi. Les recherches reprendront demain pour tenter de retrouver le corps du 3e skieur disparu. Avec vous, Philippe Dumez, les prévisions de la météo, pas de risque d'avalanche pour l'instant. En principe, il n'y a aucun avis de risque d'avalanche, mais enfin, on peut supposer que le temps va peut-être se radoucir en montagne comme partout ailleurs en France. Et évidemment, il y a toujours un risque d'avalanche, surtout pour les skieurs qui vont hors piste. Ceci étant, comme nous vous l'avions annoncé avec Alain Gillot-Pétré, eh bien, il fera beau samedi, dimanche et même lundi. Et alors, vous voyez sur notre photo, ces nuages ici, eh bien, ils vont continuer à pénétrer tout doucement sur la France et ils vont se désintégrer. Donc, il restera derrière des hautes pressions avec du beau temps. Voyons maintenant notre carte. Attention, demain matin, il y aura des gelées presque partout. Et puis ensuite, bien sûr, il fera relativement beau une fois que les brouillards matinaux en Aquitaine, dans le centre, et dans une grande région parisienne se seront dissipés un peu avant midi. Seul l'extrême est de la France sera encore assez nuageuse avec un petit risque de pluie mais rien de bien grave. Et puis vous voyez partout ailleurs, eh bien ce sera du beau temps, peut-être encore quelques nuages assez élevés
pas très important. Du côté des températures, eh bien, disons qu'elles sont dans les moyennes saisonnières, froid le matin et doux l'après-midi, avec 8 à 12 degrés dans la moitié nord et 12 à 15-16 degrés même dans la moitié sud. Voyons maintenant les horaires du soleil. Il va se lever à 7h27 pour se coucher à 18h38 et c'est la fête des Olivias. Et je vous rappelle également qu'on a vendu les premières fraises et les premières tomates ce matin au marché de Cavaillon. Eh bien, d'autres horaires, ceux de vos rendez-vous avec l'information, 22h50 Claude Sérillon, 12h votre nouveau rendez-vous avec le magazine À nous deux, 12h45 Antenne de midi, donc tout cela demain, et puis à 20h le journal Moitié Bonne, Moitié Paris. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez à tous une très très bonne soirée. Au revoir.